OK, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci d'être venu. Je suis ravie ce soir de vraiment vous joindre. Je m'appelle Sula Guntuvas. Je suis agent de projet d'engagement avec Parents partenaires en éducation. Et oui, alors on va ouvrir la soirée avec une reconnaissance du territoire. Même si nous sommes sur une plateforme virtuelle, nous voulons tout d'abord reconnaître que le siège social le PPE à Ottawa est situé sur le territoire traditionnel des nations algonquines, Anishinaabe et Mohawk, présente en ces lieux depuis des temps immémoriaux et demeure présentement. Nous tenons d'abord à souligner que notre travail ainsi que celle de nos partenaires provinciaux se passe sur des territoires ancestraux autochtones où 46 traités et autres accords ont été dédiés. Nous sommes honorés d'être capables de vivre et de travailler sur ces territoires connus aujourd'hui comme l'Ontario. Nous remercions les Premières Nations, Métis et Inuits pour leur dévouement à ces territoires depuis des temps immémoriaux et nous affirmons notre engagement, notre solidarité et notre responsabilité envers l'amélioration des relations avec ceux-ci. Pour la soirée, je vous introduis Mme Emmanuelle Larocque. Elle est travailleuse sociale de formation et doctorante en service social à l'Université d'Ottawa. Elle a un extraordinaire parcours dans ses études postsecondaires, d'où sa maîtrise en service social en août 2018, ainsi qu'un bac. Alors, elle est un bac en mai 2005 en psychologie, avec une spécialisation à l'Université d'Ottawa. Emmanuelle est la coordinatrice pour le projet de recherche international Tout addict vers une écologie des addictions et comportements au sexe, au travail, à l'Internet et au sport, ainsi qu'étant professeure de l'Université d'Ottawa. Elle est aussi mère de 2 jeunes enfants et s'implique à la vie scolaire de ses enfants et aussi dans sa communauté par son dévouement pour la protection de l'environnement. Alors, on est vraiment content de vous avoir ici ce soir, Emmanuelle, et je vous passe la parole. Merci, je suis vraiment ravie d'être ici. Merci pour l'accueil. Je vais faire une correction, ça va me vieillir par exemple, mais j'ai gradué en 2008, pas en 2018. Donc, puis je suis professeure à temps partiel à l'Université d'Ottawa aussi. Donc, je suis d'abord et avant tout doctorante. C'est ça qui prend beaucoup de mon temps en ce moment. Je vais juste prendre 2 minutes là, pour me parler un peu là, justement de mon implication au niveau de la crise climatique. Je vous parle du petit cœur vert que je porte, qui est le symbole du cœur écarré de Mare au front. Alors, je suis aussi militante pour Mare au front, puis d'où vous allez voir un peu ma passion qui va peut-être ressortir pour tous les enjeux climatiques, puis ce qu'on peut faire, nous, en tant que parents aussi, pour aider peut-être à retisser des liens avec la nature, puis réapprendre cet amour pour la nature, pour justement protéger ce qu'on aime. Hein. C'est un peu dans cette idée-là. Mais aussi, je vous invite à peut-être transformer votre regard aussi vers l'intervention, vers la pédagogie, juste ouvrir les portes un petit peu. Donc, quand on parle d'enjeux climatiques, puis aussi de notre rôle en tant que travailleurs sociaux, en tant que parents, mais aussi en tant qu'enseignants, des fois, il faut peut-être s'ouvrir un petit peu plus sur les méthodes qu'on est habitué de faire, donc des pensées dominantes, puis d'être capable de regarder un peu au-delà de ça, puis de rester ouvert. Donc, je vais partager justement ma présentation, puis si jamais il y a des questions pendant la présentation, n'hésitez vraiment pas à m'interrompre. Ça me ferait plaisir de pouvoir répondre au fur et à mesure que je présente. Alors, si jamais vous voulez me rejoindre, j'ai mis mon adresse courriel ici. S'il y a des questions supplémentaires ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler ou à me rejoindre par courriel. Alors, ce que je propose pour ce soir, alors j'ai un dessin ici, au fait, c'est mon fils qui l'avait fait, qui avait été publié dans Le Droit à une lettre ouverte de Mare au front, qui avait été publié l'année dernière, justement, pour demander aux décideurs politiques de mettre l'environnement au premier plan, justement, là, dans les prochaines élections. Donc, un dessin ici que j'apprécie de mon petit garçon à moi. Donc, ce que je propose, c'est, après l'introduction, une activité brise-glace. Puis, je vais présenter la problématique. Donc, je vais parler un peu de c'est quoi la crise climatique. Puis, des fois, ça peut être un peu pesant pour certaines personnes d'entendre ces choses-là. Donc, je vous demande peut-être de juste écouter, entendre. Si vous avez des questions, je n'y vais pas en gros détails. C'est vraiment pour présenter les grandes lignes.
Puis c'est vraiment dans le but d'expliquer aussi c'est quoi le but du programme d'intervention que j'ai mis en place dans le cadre de ma recherche, puis aussi des différents types d'interventions, pédagogie, justement, qui aident à mobiliser l'environnement de différentes façons pour créer des éco-citoyens, pour être capable de penser différemment au niveau de l'éducation pour que les enfants soient eux autres aussi mieux informés, mais qu'on crée des enfants qui vont être capables justement d'affronter les défis, les enjeux climatiques de demain. Puis nous autres, en tant que parents, être capables de créer un monde, un nouveau, de recréer au fait, après la pandémie, un monde où on peut leur léguer un monde meilleur, donc un monde en transition vers un avenir plus juste, un avenir plus vert. Alors, c'est là que je vais présenter les grandes lignes plus théoriques du programme d'intervention pour ensuite aller dans le creux du programme, ce que c'est. Je suis en train de le donner en ce moment, donc c'est vraiment excitant de pouvoir présenter ces premières données préliminaires ou de vous montrer des petites photos de ce qu'on fait aussi. Ça va vous aider à voir exactement ce que ça a l'air du travail éco-social en action. Alors, vu que le thème, c'est vraiment autour de retisser nos liens à la nature, je vous inviterai à la maison ou si vous êtes ici en présence là, avec moi, de juste réfléchir à vos propres récits de nature. Donc, j'ai mis 3 questions. Vous pouvez peut-être choisir celle qui vous interpelle le plus. Puis juste réfléchir, donc peut-être laisser les images émerger, puis réfléchir un peu à ce que ça vous apporte, ce que ça fait émerger en vous, soit au niveau des images, au niveau des émotions, du ressenti. Alors, quelles histoires racontez-vous à vos enfants par rapport à votre temps passé en plein air? Donc, quand vous réfléchissez à votre propre histoire par rapport à la nature, c'est quoi les genres d'histoires que vous racontez à vos enfants? Comment apprenez-vous à vos enfants à bâtir leur lien à la nature? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, bâtir un lien à la nature? Comment vous le décriveriez? Puis, quel rôle la nature joue-t-elle dans la construction de votre bien-être? Puis, je dirais aussi dans le bien-être de vos enfants. Est-ce que c'est une question sur laquelle vous vous êtes attardé? Alors, en réfléchissant à ces 3 questions-là, je ne sais pas s'il y a peut-être quelqu'un qui est ici ce soir qui aimerait partager ou qui aurait juste une image peut-être à partager par rapport à ces questions-là, si ça vous tente. Puis sinon, c'est vraiment une... Oui, excusez. Voilà. Oui, le plein air est très important. C'est sûr que mes enfants sont rendus grands, là, mais c'est plutôt pour mes petits-enfants présentement. Et il est important, je leur raconte toutes les façons qu'on vivait plus jeune, qu'on jouait dehors beaucoup, 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 qu'on jouait on pouvait s'amuser avec un bâton, puis le bâton devenait n'importe quoi. Aujourd'hui, on dirait tout le temps que les enfants ne sont pas capables de s'amuser à l'extérieur sans avoir un vrai jouet là, en plastique. Là, et je trouve que c'est important de profiter de ce qu'il y a à l'extérieur parce que c'est beau. Puis, on réalise à quel point ici au Canada, on a un environnement qui est plaisant, qui est agréable, qui est changeant. On a 4 saisons, donc on a 4 opportunités de voir un extérieur qui est complètement différent à chaque saison. Et puis, je pense que merci. C'est important. Ben, c'est intéressant, en fait, ce que j'entends des différents aspects de ce que vous dites, mais de un, il y a le leg, hein, donc d'apprendre à nos enfants la façon que c'était avant, donc de vouloir quand même dire, ben il y a eu un moment où on faisait peut-être des choses différemment, il y avait cette liberté-là là, que vous décrivez. Puis vous parlez aussi de cultiver la curiosité, donc prendre un objet dans la nature qui devient un jouet sans nécessairement que ce soit structuré avec un vrai jouet, là, comme vous dites, mais donc cultiver la curiosité via la nature. Puis aussi la beauté, donc juste le fait d'apprécier la beauté de la nature. Donc, c'est intéressant. Puis, si jamais il y a quelqu'un d'autre qui veut partager, je vous donne un petit 10 secondes là, de silence juste pour créer de l'espace pour ce partage. Puis sinon, c'est vraiment vous inviter à réfléchir
quand on pense aux histoires qu'on se raconte par rapport à la nature, qu'on raconte à nos enfants, quelle sorte de lien qu'on est en train de créer, hein, quelle sorte de lien qu'on est en train de créer pour eux ou pour nous-mêmes aussi. Donc, je vais donner un exemple juste de toucher la terre. Quand notre enfant touche la terre, qu'est-ce qu'on leur dit? Est-ce qu'on leur dit « touche pas ça, tu vas te salir » ou on leur dit « regarde la belle terre comme elle est molle ou douce » ou qu'est-ce que tu ressens quand tu touches la terre? Comment, tu sais, puis les mots qu'on utilise quand on est en nature avec nos enfants, ça va vraiment créer ce chemin-là vers la relation qu'eux autres vont bâtir ou créer avec la nature. C'est sûr qu'à un moment donné, ils vont peut-être faire leur propre découverte, mais on a quand même un impact en tant que parents sur la façon qu'on présente la nature pour les enfants. Alors, ça va peut-être être quelque chose à réfléchir. C'est la prochaine fois que vous êtes en nature, de peut-être revoir ces questions-là puis de voir vos réactions qui sont plus initiales. Alors, juste pour présenter la problématique, vraiment là, au niveau de pourquoi, le pourquoi de mon intérêt, de mon implication avec Mare au front, pourquoi de mon intérêt de mon doctorat qui tourne autour des enjeux climatiques puis le travail social. De un, il y a quelque chose de très personnel là-dedans en tant que parent, c'est de vouloir vraiment léguer un monde meilleur à mes enfants. Ça, c'est de un, à mes enfants, mais à tous les enfants du monde aussi. Hein, ça devrait être égal pour tous les enfants d'avoir accès justement à un monde qui est sécuritaire et avec de la nature autour d'eux en abondance, un peu comme nous autres, on a eu la chance d'avoir dans notre enfance. Donc, la crise climatique, en bref, vraiment, là, il y a un nouveau rapport du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, donc le GIEC. Ils ont sorti leur 6e rapport cet été, quand même alarmant. Hein, donc, puis ce qui est mis de l'avant, vraiment, le message qu'ils mettent de l'avant, c'est vraiment que le dérèglement climatique est causé par les actions humaines. Donc, c'est sûr qu'on a déjà parlé de cycle hein, de réchauffement climatique qui est peut-être naturel, mais là, c'est vraiment la cause humaine, donc les actions humaines, ce qu'on fait, la façon qu'on utilise les ressources, l'extraction des ressources, les gaz à effet de serre qui sont créés par tout ça, la surconsommation, donc le mode de vie moderne, hein, surtout qu'on peut voir dans les pays du Nord. C'est ça, donc comment nous autres, on a un impact sur le bien-être de la planète. Puis, c'est ce qu'ils mettent de l'avant. Donc, vraiment, c'est vraiment un appel à l'action, à une urgence d'agir pour freiner le dérèglement climatique, puis peut-être penser à des nouvelles façons de faire aussi. Donc, comment notre mode de vie, hein, basé sur un système capitaliste, individualiste, qui est basé sur la performance, sur le matérialisme, comment tout ça entre en jeu, puis est un peu au fondement de la crise climatique, puis comment on peut repenser. Donc, ça, c'est vraiment de s'ouvrir à quelque chose de différent, de façon de peut-être vivre notre vie un peu différemment pour justement restaurer nos terres, donner une chance à la nature de refleurir, de regrandir, puis nous autres de pouvoir en profiter sainement aussi, donc dans une façon plus réciproque. Alors, si jamais ça vous intéresse, le rapport du GIEC qui est sorti, pas au total encore, mais il y a quand même des faits très intéressants. Puis, ce que ça montre aussi, c'est que le Canada, on est un des pays qui se réchauffe le plus rapidement. Alors, des fois, on pense que la crise climatique, ça l'affecte juste les gens d'ailleurs, mais peut-être que vous avez remarqué des changements au niveau de la température, au niveau des sécheresses qu'on a eues ou les inondations. Nous autres, moi, je viens proche d'Ottawa, à Limoges, donc il y a eu des grosses inondations les dernières années, donc on est affecté différemment selon les régions, mais à la base, c'est que globalement, on commence à vraiment ressentir les effets des changements climatiques, puisque ça va faire aussi ce qu'on s'attend, en fait, c'est qu'il va y avoir beaucoup plus d'effets sur les populations vulnérables ou vulnérabilisées, justement. Donc, on parle d'injustice environnementale aussi. Donc, en tant que travailleuse sociale, c'est des questions qui sont d'intérêt parce qu'on voit que certaines personnes sont beaucoup plus affectées, dont les femmes, les enfants, les populations racisées, les peuples autochtones. On parle justement, avec l'eau, justement, aujourd'hui, il y avait du gaz dans de l'eau en Iqaluit, je pense, je me trompe peut-être de la région, mais c'est ça, mais souvent que c'est les populations autochtones canadiennes qui sont affectées par les changements climatiques ou même les déplacements à cause du changement climatique, justement, ou les déplacements causés par nous qui veulent installer des gazoducs, par exemple. Donc, juste de prendre conscience un peu de ces inégalités sociales d'accès-là, puis aussi les inégalités environnementales qui sont causées par la crise climatique.
Une autre chose en tant que travailleuse sociale, mais en tant que parent aussi, qui nous intéresse, c'est de voir comment la santé, notre santé globale, donc quand je parle de santé globale, je mets vraiment en lien la santé mentale, santé physique, santé spirituelle de l'individu, comment elle est comment elle est liée à la crise climatique, mais plus globalement, comment elle est liée à la santé des écosystèmes. Donc, nos écosystèmes qui ne sont pas en santé, une planète qui n'est pas en santé, bien, on a des humains qui ne sont pas en santé. Alors, juste quelques petits faits que vous pouvez trouver ici là, sur la santé physique. Donc, on remarque une augmentation des problèmes respiratoires, puis des allergies chez les jeunes qu'on peut lier à la pollution. Puis il y a eu des études qui sont menées aussi dans différents secteurs de Montréal, par exemple, ceux qui sont plus près des endroits plus polluants, pollués. Il y a une augmentation assez significative de problèmes respiratoires chez les enfants, chez les poupons aussi. Je parlais de la contamination de l'eau, mais aussi l'insécurité alimentaire. Moi, je suis dans la région de Prescott-Russell ici. C'est une région très agricole. L'agriculture, elle est forte ici. Puis, les fermiers, c'est ça, ils s'inquiètent aussi des effets de la crise climatique parce que c'est sûr que ça affecte la production alimentaire en même temps. Alors, de réfléchir à ça. Puis, le système agroalimentaire, donc quand on pense à la façon qu'on se nourrit, donc la production massive, puis la transformation des aliments qui est aussi mise en cause ici. Donc, comment on pourrait peut-être penser plus localement, donc se nourrir localement. On parlait avant que la conversation, là, avant qu'on commence, qu'il y a quelqu'un là, qui a des plants, des arbres à fruits, tout ça, puis de voir que c'est pas nécessairement le fun de manger à l'épicerie une fois qu'on a goûté à nos propres fruits, puis à la viande qui est peut-être locale. Donc, de repenser un peu de cette façon de se nourrir localement, d'apprendre à connaître les fermiers, les gens qui sont autour de nous, qui peuvent nous aider à se nourrir, puis de les soutenir aussi. Puis on remarque aussi, puis ça, je le remarque dans ma région, je vis proche de la Forêt-la-Rose à Limoges, donc c'est l'endroit où je donne mon programme d'intervention, des maladies infectieuses, puis des épidémies qui sont liées au climat, par exemple la maladie de Lyme, qui n'était pas là. Donc, on n'avait pas de tic quelques années passées, puis maintenant, on en a. Donc, c'est quelque chose de plus. On doit s'inquiéter de ça maintenant. On n'avait pas avant. Puis, au niveau de la santé mentale, on va parler de d'éco-anxiété. Je vais vous expliquer un peu c'est quoi. Puis aussi, il y a beaucoup d'études qui sont menées, surtout au niveau réactif, je dirais. Donc, même en travail social, on est très réactif à la crise climatique, d'où les travailleurs sociaux, travailleuses sociales vont intervenir, mais basé sur une réaction comme post-événement traumatique climatique, par exemple. Donc, on va un peu ramasser là, les débris de tout ça, les effets sur la santé mentale des gens, mais sans nécessairement se tourner vers comment on peut prévenir ces événements-là ou prévenir que la crise climatique devienne vraiment plus problématique. Alors, c'est un peu ça mon objectif à moi, c'est avec moi et peut-être d'autres travailleurs sociaux qui travaillent sur la question de voir comment nous, en tant que travailleurs sociaux, on peut se tourner sur des méthodes qui sont plutôt préventives. Donc, on parle du stress post-traumatique puis les autres effets psychologiques d'événements climatiques extrêmes chez les enfants, chez les jeunes. La pollution sonore, puis les perturbations du sommeil aussi. Puis, si on pense à l'ère contemporaine, on voit une augmentation assez flagrante du taux de dépression, anxiété, puis de suicide chez les jeunes. Puis je ne dis pas que c'est la crise climatique qui est en jeu là-dedans, mais c'est plutôt les fondements, les fondements un peu de la société, justement, là, ce qui est demandé, la façon qu'on vit, qui met une certaine pression chez les jeunes au niveau de la performance, aussi la déconnexion de la nature qui a un effet avec ça, avec tout ça, puis de le voir un peu comme un gros, là, donc comment tout ça, comment nos fondements philosophiques qui guident nos actions, ben, ça a un rapport avec la crise climatique aussi, puis avec notre santé mentale. Est-ce que ça va jusqu'ici? Si je vais trop vite ou si je passe par-dessus des concepts que vous aimeriez que j'élabore, n'hésitez pas à m'interrompre. Alors, l'éco-anxiété, c'est un terme qui est plus nouveau. Peut-être que vous l'avez déjà entendu. Alors, moi, j'ai travaillé pour la première partie de ma recherche au doctorat avec des jeunes militants écologistes. Puis, j'essaie de comprendre un peu pour eux, c'est quoi la transition sociale écologique. Donc, quand on parle de transition écologique, c'est justement de ce que je parlais, la transition énergétique, la transition vers des systèmes alimentaires un peu différents pour rester plus local. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Puis, il y avait beaucoup l'aspect social qui sortait de tout ça. Donc, comment
on pense aussi au racisme systémique, puis les inégalités sociales d'accès à l'alimentation, tout ça, comment ça rentre en jeu. Mais une chose qui a été mentionnée par tous les participants, c'est l'éco-anxiété. Donc, les militants, eux autres, souvent les raisons pour lesquelles ils s'impliquaient dans la cause environnementale ou la lutte pour le climat, c'était drivé, hein, c'était comme poussé par un sentiment d'impuissance, puis le vouloir d'agir. Donc, une fois que tu commences à comprendre, à connaître, à faire des recherches sur la crise climatique, sur les effets de la crise climatique, ça devient très difficile de juste rester là puis pas agir. On veut faire quelque chose. Donc, ces jeunes-là, ils prenaient leur éco-anxiété pour agir. Alors, il y a une étude qui a été menée auprès de 10 000 jeunes de 18 à 25 ans. Ça vient d'être publié tout récemment, en 2021. Puis c'est global. Donc, 65% se disent extrêmement angoissés par les changements climatiques. Puis il y avait un autre pourcentage très élevé, je pense que c'était aussi 65, qui disait qu'il y avait le sentiment que les décideurs politiques ne faisaient pas assez pour justement être capable de mettre en place une transition où on assurait un futur plus sécuritaire pour nos enfants puis nos jeunes. Alors, je prends une citation ici qui a été traduite. L'éco-anxiété chez les enfants et les jeunes n'est pas seulement causée par les catastrophes écologiques. Elle est également causée par les personnes au pouvoir qui échouent à agir face aux menaces auxquelles nous sommes confrontés. Alors, nous, en tant qu'adultes, on n'a pas eu à vivre l'éco-anxiété en général là, durant notre jeunesse. Ce n'était pas un terme qu'on a connu, ça n'existait pas, ce terme-là, au fait. Mais de comprendre, nous autres, en tant que parents, que nos jeunes ou certains de nos jeunes vont être confrontés à ces peurs-là, les peurs qu'on n'a pas vécues. Puis qu'est-ce qu'on peut faire, nous autres, justement, pour qu'ils nous voient agir, pour qu'ils nous voient faire quelque chose pour leur assurer un avenir sécuritaire. Alors ici, on a notre jeune Greta Thunberg à Montréal, là, avant la pré-pandémie. Avec le nombre de personnes-là, c'est définitivement pré-pandémie. Mais on la voit en train de donner son discours, là, justement. Puis elle est en arrière du mouvement des jeunes pour la lutte pour le climat. Puis je vous invite à voir, c'est juste une bande-annonce, mais le dernier tuyau, si vous voulez comprendre un peu ce que vivent les jeunes, c'est extrêmement puissant. C'est un 4 minutes qui va valoir la peine de cliquer, le regarder dans votre propre temps. Ça a rapport avec les jeunes qui avaient été explorer un peu ce que faisait GNL Québec là, pour les gazoducs. Donc, ils s'étaient déplacés vers le Saguenay pour aller contester, mais aussi voir un peu les effets potentiels de la mise en place du gazoduc qui a été au fait aboli, ce qui est une bonne nouvelle. Alors, si on parle de problèmes contemporains, alors il y a un livre ici, le Last Child in the Woods par Richard Louv le décrit très bien, le syndrome du déficit nature. Alors, comment les jeunes, puis Pierre, ça revient un peu rejoindre ce que tu disais, comment peut-être qu'ils sont moins exposés qu'on l'était, nous autres, dans notre temps, où ils sont moins exposés, on les laisse moins librement jouer à l'extérieur, mais aussi très, très plugués. Hein? Donc, toute cette surconsommation-là technologique, des jeux très structurés en général, puis ben, ce qui cause ce qu'appelle Richard Louv un syndrome du déficit nature, donc plein d'effets psychologiques aussi, psychosociaux, le fait d'être séparé ou déconnecté de la nature. Alors, on voit aussi un accès restreint aux milieux naturels, aux micro-forêts, surtout dans les grandes villes. Donc, il y a certaines grandes villes qui vont vraiment maximiser leurs espaces verts, alors que d'autres, beaucoup moins, ou certains secteurs des grandes villes, ils n'ont pas accès à des parcs verts. On parlait de surconsommation matérielle, technologique aussi, l'agro-business, mais on voit aussi chez les jeunes une augmentation au niveau du taux d'obésité et sédentarité, puis aussi une méconnaissance du monde naturel. Donc, tu parlais du bâton, je reviens à ton exemple, parce que je trouve ça très bien, là, Pierre, le bâton qui devenait un jouet, mais il y a une exploration qui vient avec ça, qu'on peut rester, puis explorer, puis apprendre à connaître. Donc, on laisse un peu la nature nous apprendre quand on est dehors avec elle. Hein? C'est comme une amitié qu'on peut cultiver. Mais si on n'est jamais là, ou si on veut juste prendre des marches sur un sentier, puis on voit des endroits très structurés en nature, ben, on n'apprend pas à connaître vraiment la nature. Il y a une grande méconnaissance au fait qu'on peut témoigner. Puis, ça donne une peur de l'inconnu. Donc, quand on a peur, on y va moins, hein, ou on y va différemment dans la nature. Donc, ça fait aussi peut-être une perte de respect pour l'environnement parce que si on ne connaît pas quelque chose, si on ne l'aime pas du plus profond de nos cœurs, on ne veut pas nécessairement la protéger. Puis, la déconnexion du territoire. Donc, quand on parle de transition écologique, cette connexion à notre territoire, à notre local,
c'est important parce que le plus qu'on connaît notre milieu naturel local, les enjeux locaux, le plus qu'on va vouloir les protéger. Nous autres, à Limoges, c'est sûr qu'on a la forêt La Rose qu'on aime beaucoup. On a aussi des enjeux. Il y a une cimenterie qui veut se faire bâtir, que la population se lève un peu contre ça parce qu'on voit les effets néfastes que ça peut avoir sur la population environnante, puis et plus loin aussi, mais qui marque aussi un manque d'effort de vouloir transitionner vers quelque chose de différent. Alors, une des théories, disons, c'est que la crise écologique serait peut-être, entre autres, causée par une crise de sensibilité. Donc, c'est peut-être un aspect de la chose. Je parlais du système capitaliste tout à l'heure. Donc, la crise de sensibilité. Puis ici, je cite un article que j'ai mis, que vous pourriez cliquer si ça vous intéresse. C'est un forestier qui parle, Daniel Pont en France, qui dit que la crise écologique ne se vit pas seulement à travers les chiffres. C'est aussi une crise de la sensibilité, une crise dans notre rapport au vivant. Il continue en disant que la forêt est cette inconnue immémoriale qui peuple la lisière de nos vies. On s'y promène, on y flâne, on s'y réfugie des trépidations urbaines, mais nous ne la connaissons pas. Nous peinons à comprendre ses cycles et son histoire. Devant cet enchevêtrement de vues, nous sommes démunis. Alors, quand on parle de notre rapport à la nature, puis ça revient un peu à la question que j'ai posée en tout début, nous autres, en tout cas, les populations en Amérique du Nord, on vit dans le système capitaliste-là, on a des grands schèmes de référence, disons, là, qui vont un peu tisser notre chemin vers la façon qu'on va entrer en relation avec la nature. Puis ici, c'est juste de regarder, donc juste de prendre conscience, c'est quoi les principes philosophiques qui construisent notre rapport à la nature. Alors ici, on voit beaucoup une domination du positivisme. Donc ça veut dire qu'on voit l'objet qui est séparé, la nature qui est séparée de l'être humain. Alors au revers de ça, puis je vais amener plus la philosophie qui est mobilisée par les peuples autochtones, qui est tout au contraire, c'est l'interaction avec la nature. On fait partie d'un tout. Hein, donc, on a beaucoup, beaucoup à apprendre des savoirs autochtones, puis c'est en espérant qu'on va vraiment cheminer vers une réconciliation pour être capable d'être ouvert, puis apprendre, puis intégrer beaucoup plus ce qu'ils ont à nous apprendre par rapport à ce rapport-là à la nature, la façon de traiter le vivant. Puis ensuite, on parle d'une notion d'anthropocentrisme, un grand mot qui veut dire vraiment que nous autres, dans notre vision des choses, l'humain est au centre de l'univers. Donc, c'est nous autres qui est prédominant, puis le reste, ben, c'est pour nous servir. Donc ça, c'est la vision qu'on a très anthropocentrique. Puis ça reflète beaucoup dans la façon qu'on éduque nos enfants, donc dans le système éducatif, pédagogique, mais aussi dans les interventions en travail social. Donc, très centré sur l'individu. Puis quand on parle, moi, je travaille plus en santé mentale, mais quand on parle de problèmes de santé mentale, c'est souvent, on va essayer de changer les pensées dans les milieux cliniques en travail social. C'est l'individu qui doit prendre charge de sa vie et changer, alors qu'on oublie de regarder tous les effets structuraux, le rapport au vivant qu'on a, puis comment ça vient jouer sur la santé mentale des gens. Donc, est-ce que c'est vraiment l'individu qu'on veut changer ou plutôt la façon de faire les choses? Comme ça, l'individu va être en meilleure santé mentale aussi. Alors, les valeurs sociales, j'ai déjà parlé tantôt, là, qui sont prônées par le capitaliste et le patriarcat, hein, qui était très fort dans nos sociétés, qui l'est encore, au fait. Donc, l'impératif de production, donc au lieu qui nous empêche un peu de dire c'est correct de ralentir, d'observer, d'apprécier. Hein, tu parlais de beauté, excuse, tu as interagi, Pierre, puis je me sers de ce que tu as dit, mais la beauté de la nature, mais il faut s'arrêter pour la regarder, pour l'apprécier, cette beauté-là. On a aussi une vision très utilitariste de la nature, donc comment on veut s'en servir. Puis même dans la façon qu'on va prendre nos marches dans la forêt, on l'utilise, hein, c'est comme elle est là pour qu'on l'utilise, mais comment on peut penser plus en termes de réciprocité. Puis encore, les savoirs autochtones, ils ont beaucoup à dire là-dessus. Je vais recommander un livre, au fait, qui est facile à lire, qui est super intéressant. Comment on peut, nous autres, redonner à la nature quand on prend le temps de prendre, hein, de prendre d'elle, prendre soit en termes de temps, mais en termes de ressources aussi. Alors, on travaille plus au niveau de l'individualiste au lieu de collectivité, développement au lieu de durabilité. On veut la conquête, donc souvent, c'est les histoires de conquête qu'on a, on a conquérir la nature, conquérir une montagne. Donc, tout ce langage-là,
ça a une influence sur notre rapport qu'on est en train de construire à la nature. Alors, il y a aussi une grande marchandisation, extraction puis exploitation des ressources naturelles qu'on voit comme normales peut-être, mais sans voir vraiment les effets. Puis des fois, c'est plus loin, donc ils ne vont pas couper les premiers arbres de la forêt, ça paraît moins, ils vont couper juste un 40-50 pieds en arrière, comme ça ne paraît pas trop, mais c'est quand même fait. Alors, c'est juste peut-être une invitation à réfléchir aux structures sociales, aux bases philosophiques qui permettent de mettre en lumière les aspects qui sont politiques de notre relation à la nature, puis plus globalement de la crise climatique. Alors, une image ici pour parler de ce que je mentionnais. Donc, ça dit égo ici, mais on pourrait remplacer par anthropocentrisme. Puis ici, écocentrisme, vous voyez, l'humain est vraiment partie d'un tout, là, donc il n'est pas prédominant par-dessus tous les êtres vivants, animaux, plantes, végétales. On est vraiment dans tout ce mélange-là, puis on en fait partie, donc leur santé est influencée par la nôtre et vice-versa. Alors ici, apprendre à voir le monde autrement, une perspective écocentrique, vers une éthique environnementale qui est écocentrique. Donc, puis ça, ce que ça voudrait dire, par exemple, je me parle en termes de travail social, mais ça peut s'appliquer à la pédagogie aussi, c'est de voir comment le travail social ou le monde de l'éducation, on peut vraiment centraliser l'environnement, donc vraiment de maximiser la façon qu'on enseigne, qu'on intervient pour prendre en compte l'environnement. Puis je ne parle pas juste de l'environnement dans notre maison, mais vraiment l'écologie, l'environnement. Puis aussi de réfléchir en termes d'éducation, ben, c'est quoi les jobs de demain? C'est quoi les jobs de demain dans un monde en transition? Est-ce que c'est les mêmes jobs qu'on valorise aujourd'hui? L'avocat, est-ce que c'est important dans ce contexte-là? Quelle sorte d'habileté est-ce que nos jeunes doivent avoir pour être capables d'affronter les enjeux climatiques à venir, puis qui sont dans l'actualité aussi? Alors, une description d'écocentrisme, je parlais d'un livre que j'aime bien, donc c'est celui qui est en haut à droite, Braiding Sweetgrass, Indigenous Wisdom, Scientific Knowledge and the Teachings of Plants. Puis il y a plein de livres aussi, là, comme entre autres, c'est en anglais, mais We Are Water Protectors, qui est plus pour les enfants. Puis il y a des bons sites aussi là, que je pourrais recommander si jamais ça vous intéresse d'en apprendre plus. Mais je l'ai déjà décrit, là, mais pour l'écocentrisme, c'est vraiment de voir cette interconnexion-là entre les écosystèmes, le bien-être et la santé des communautés. Donc, une notion de réciprocité qui serait au fait le fondement philosophique du travail écosocial. Donc, ça prend ses racines dans l'écologie profonde de Hans Ness. Ça fait référence à un système de connaissances qui s'aligne avec le paradigme non dominant, donc non occidental, on cherche davantage à décoloniser la nature. Donc, on pense à repenser puis transformer notre rapport à la nature. Puis, décoloniser la nature, ce que je veux dire par ça, par exemple, la façon qu'on protège certaines forêts. Je donne un exemple. Là. La façon qu'on protège certaines forêts, ben, il y en a ces forêts-là qui sont déjà habitées par des peuples autochtones, puis on dit, on va les protéger d'une certaine façon, mais on met les peuples autochtones à l'extérieur de ça, quand dans le fond, eux autres sont déjà les gardiens de la forêt. Donc, la façon, au fait, les forêts où les peuples autochtones habitent sont déjà en meilleure santé que les forêts où il n'y a pas de peuples autochtones pour en prendre soin, justement, qu'il n'y a pas dans cette interaction-là. Puis, décoloniser l'accès à la nature, là, on parle vraiment de rendre accessible la nature à tous et toutes. Donc, pas seulement pour les gens riches qui vont aller faire du ski de fond, du vélo de montagne, qui doivent s'acheter un vélo de montagne, mais vraiment pour tous les enfants, pour tous les peuples. Donc, décoloniser cet accès-là à la nature. Alors ici, j'ai mis une photo de ma fille parce que je la trouve drôle, ben, je la trouve au fait précieuse, la photo, parce que j'avais été, on a l'île Pitry qui est proche de chez nous, à Orléans, puis c'est ça, elle s'est mise à regarder les feuilles à terre, puis tout à coup, elle s'est mise à hurler comme un loup, comme ça, pendant un bon 5 minutes, je dirais. Puis on dirait que c'est comme quelque chose qui l'a possédé, comme cette force-là intérieure, de cette connexion-là. Puis j'ai trouvé ça vraiment, en tout cas, cute de la voir, de faire. Puis aussi, mais ça m'a fait réfléchir justement à comment, si on laisse les enfants juste être en nature, comment ça peut ressortir certaines facettes de leur personnalité, certains des savoirs qui sont déjà dans nous, mais qu'on n'a pas vraiment cultivés. Hein? Donc, comment on peut cultiver ces savoirs-là en laissant nos enfants jouer en plein air, en nature.
Alors là, c'est vraiment une invitation à reconstruire ou plus à co-construire des nouveaux récits ou renouveler des récits alternatifs par rapport à la nature. Alors, je vous parle de mon projet. Donc, je vais présenter mon programme d'intervention. Alors, dans un premier temps, ce que j'ai fait, comme je disais, c'était d'aller consulter les jeunes militants. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec Environnement Jeunesse, faire de l'observation participante quand ils ont écrit leur mémoire au BAP, donc contre le projet GNL Québec. Donc, de participer avec eux là-dedans, puis aussi de faire des entrevues avec 10 jeunes militants écologiques. Ça a été super, super riche au fait de pouvoir travailler avec eux, puis d'apprendre d'eux aussi. Puis ce que j'ai fait, j'ai utilisé un peu leur savoir pour co-créer un programme d'intervention. Donc, c'est sûr que moi, en tant que travailleuse sociale, j'ai mes connaissances, puis mon domaine d'expertise, mais je vais aller voir comment écologiser un programme, dans le fond. Qu'est-ce qu'ils autres auraient à me dire? Puis ils m'ont vraiment fait des super bonnes suggestions que j'ai réussi à intégrer dans le programme d'intervention. Alors, la phase 2 de mon recherche qui est en cours, je suis en train de donner le programme en ce moment dans la forêt La Rose. Ça va super bien, c'est vraiment, vraiment intéressant, c'est riche. Mais on est à notre 4e session, donc je ne suis pas dans l'analyse de données, mais je peux vous présenter un peu ce qu'on fait. Puis, je me base sur quoi aussi. Alors, pour monter ce programme-là, des différents référents théoriques, dont l'éducation relative à l'environnement, donc qui est plus dans le domaine de la pédagogie, l'intervention par la nature et l'aventure, puis le travail écosocial que j'ai déjà mentionné. Puis juste rapidement, là, pour que vous compreniez un peu ça vient de où, c'est quoi ces différentes choses-là, peut-être que vous connaissez, mais l'éducation relative à l'environnement, ça a émergé en 1972, mais ça fait juste depuis à peu près 1990 que c'est beaucoup plus utilisé en tant que terminologie au Québec. Avec l'Association québécoise pour la promotion de l'éducation relative à l'environnement, donc Lucie Sauvé, là, qui est une des grandes auteurs au Québec. Mais on voit quand même 56 000 écoles dans plus de 70 pays qui se disent éco-écoles, donc un mouvement vers l'intégration de l'écologie et de l'environnement dans l'enseignement, dans la pédagogie. Donc, l'éducation relative à l'environnement, à l'instar des forest schools, hein, les écoles forêt, tout ça, comme ça va vers ça aussi, mais c'est comment l'intégrer dans les écoles. Donc, on favorise beaucoup l'apprentissage expérientiel, hein, donc de travailler avec la nature, puis pas juste d'être assis dehors en train d'apprendre, mais vraiment de travailler, d'apprendre de la nature avec la nature, l'apprentissage dans l'action, puis l'action positive aussi. Alors, en Ontario, on voit plutôt une difficulté qui est relative à l'implantation d'un curriculum qui incorpore solidement là, un programme environnemental fort. Alors, il y a du chemin à faire en Ontario. Je pense qu'il y a certaines écoles, il y a des éco-écoles ici aussi, dont celle de mes enfants. Donc, comment il y a des programmes de recyclage, tout ça, mais comment on peut instaurer, puis c'est ça, revenir un peu au rapport un peu différent, là, à une vision plus écocentrique de notre façon d'éduquer, puis de faire des pédagogies. Alors ici, si on parle de la forêt comme lieu d'enchantement, puis l'éducation relative à l'environnement, le travail écosocial, puis aussi l'intervention par la nature et l'aventure va mobiliser ces concepts-là de biophilie, donc la sympathie pour le vivant, donc aimer le vivant, donc qui se fait vraiment par l'immersion en nature, donc notre corps en entier, hein, c'est très corporel, les 5 sens sont activés, puis qui résonnent avec le vivant. Donc, la pédagogie de la terre, du land pedagogy, c'est une autre extension, disons, de l'éducation relative à l'environnement. Puis, je ne m'y tarderai pas, mais les effets positifs de la nature sont déjà très, très bien documentés. On le sait déjà ce que ça peut apporter. Alors, pourquoi pas les mobiliser un peu plus, justement, au niveau de la santé physique et mentale de nos enfants. Alors, pour l'intervention par la nature et l'aventure, il y a plusieurs appellations, là, puis les appellations vont pointer vers des objectifs particuliers, mais aussi des intentions d'utilisation qui sont différentes. Donc, vous allez peut-être voir l'intervention par le sport et le plein air, l'intervention par la nature et l'aventure, l'intervention éducative en contexte plein air. Mais en gros, ça revient rejoindre des façons d'intervenir où on utilise, puis c'est vraiment des différentes échelles, soit des grosses expéditions. Donc, il y a des gens qui vont faire des grosses expéditions avec des jeunes, par exemple, qui ont eu un diagnostic de cancer, alors que d'autres vont faire des micro-aventures. Donc, moi, je suis beaucoup plus dans la micro-aventure avec les participants. Puis, il y a des raisons un peu aussi
plus d'accès, donc c'est plus accessible quand on fait des micro-aventures, puis on peut rejoindre un plus grand public aussi, une plus grande population que si on fait des grandes expéditions. Donc, ça se prête bien justement dans notre région où on a un accès facile à la forêt. Alors, c'est vraiment la nature comme cadre d'intervention dans l'intervention par la nature et l'aventure. Puis, comme je disais, il y a un continuum entre le plein air qui est proximal, hein, donc ça peut être une micro-forêt qui est en ville aussi, hein, la forêt urbaine, ou lointain, hein, comme les expéditions. Puis, on mobilise beaucoup la notion de risque, donc de la prise de risque, puis vraiment l'utilisation du moment présent. Donc, c'est pas cadré comme certaines interventions en travail social parce qu'il faut laisser parler les participants, voir qu'est-ce qui émerge en eux, mais aussi laisser parler la nature. Donc, sur le moment présent, qu'est-ce qu'on voit qu'on peut utiliser comme apprentissage? Puis je peux donner des exemples, mais c'est vraiment riche quand on se laisse, nous autres, en tant qu'intervenants ou en tant que professeurs ou en tant que parents même, s'ouvrir à ce que l'enfant apporte, puis aussi ce qu'on voit, ce qu'eux autres ils observent dans la nature. Puis, par exemple, on peut parler de résilience. On allait avec le groupe justement parler des arbres, puis comment certains troncs d'arbres restent vivants, puis ils réussissent à communiquer avec l'arbre mère, justement. Donc, il y a une communication, il y a une résilience, puis comment on peut mobiliser des concepts comme la résilience, comment ils peuvent l'utiliser dans leur propre vie, ce qu'ils peuvent apprendre de la nature. Alors ici, pour votre intérêt, j'ai mis un exemple d'une intervention par expédition. Le Grand Chemin, qui est un centre où c'est pour les jeunes qui vivent des problèmes de toxicomanie, cyberdépendance. C'est sur le bord du Québec. Donc, c'est une petite vidéo de 2-3 minutes là, qui permettrait de voir un peu. Puis, il y a une jeune fille elle verbalise très bien justement les effets. Là, je pense qu'elle dit, pour moi, mon 4 jours, je pense, en expédition, 6 jours, c'était 3 ans de thérapie. Les choses qu'elle a pu réaliser, les liens qu'elle a fait aussi avec les jeunes, des liens qu'on fait avec des jeunes qu'on n'aurait peut-être pas connectés ailleurs que dans ce contexte-là. Puis aussi le lien à la nature, hein, ce que ça lui a apporté. Je veux juste interrompre, juste pour dire qu'on a environ 10 minutes qui nous restent. Ah, merci, Soula, c'est parfait. Alors, le travail écosocial, j'en ai parlé déjà, mais c'est vraiment un paradigme, hein, donc une façon de voir les choses différemment en travail social, puis d'étendre l'orientation écologique pour inclure tous les êtres vivants et la Terre, pas juste les humains. Puis, au niveau du travail écosocial, ce qu'on voit, comme je disais, c'est plus sur la réactivité, donc la réaction à des désastres. Puis, on se tourne beaucoup sur les recherches qui sont justement sur les réactives, là, je dirais. Cependant, il y a des différents niveaux d'intervention qu'on peut mobiliser. Donc, il y aurait l'intervention qui est macro-sociale, donc plus structurelle. Puis c'est là le travail d'advocacy des travailleurs sociaux, peut-être d'aller essayer de se joindre à des mouvements sociaux qui vont aider à faire des changements au niveau politique, structurel. Par exemple, pour inclure des savoirs autochtones, pour être capable d'influencer les décideurs politiques, d'inclure plus solidement l'environnement, de dire non à certains projets qui vont totalement à l'encontre d'une transition sociale écologique. Donc, de ce vouloir-là des travailleurs sociaux d'agir au niveau macro-social. Puis, au revers de tout ça, il y a le micro-social aussi. Donc, comment on peut travailler avec les individus. Alors, moi, ma recherche se retrouve beaucoup plus dans le micro-social, malgré que j'arrive à faire des ponts, là, ayant travaillé avec les militants écologistes, on peut faire des ponts entre le micro et le macro à ce niveau-là. Puis aussi au niveau des réalisations que font les participants au cours du programme, parce que déjà, on voit un processus, hein, il y a une réflexion qui se fait que, qu'est-ce qu'il y a besoin de changer dans ma communauté, dans mon territoire à moi, pour que justement, on transitionne ou que les choses soient faites un peu différemment. Alors, le programme d'intervention qui a lieu en ce moment, donc ça a lieu dans la Forêt-la-Rose, qui est à Limoges. Limoges, ceux qui connaissent pas, on est proche d'Ottawa, peut-être à 25 km d'Ottawa, puis on est mis sur la map à cause du parc Calypso, là, qui est un gros parc aquatique, que on a aidé à se faire connaître. On se fait connaître à cause de ça, mais aussi la Forêt-la-Rose, qui est devenue méca pour les vélos de montagne, puis surtout pour le vélo de montagne familial, parce qu'on n'est pas comme dans les grosses côtes, comme à Mont-Tremblant. Donc, c'est accessible pour les enfants. Il y a beaucoup d'enfants de familles qui viennent profiter des pistes de la Forêt-la-Rose. Puis,
Donc, c'est ça, moi, je visais les jeunes de 18 à 30 ans, puis c'est un peu pour refléter les besoins ou les enjeux qui avaient été communiqués par les jeunes militants, mais aussi pour répondre à un besoin chez les jeunes, donc notamment par rapport à l'augmentation du taux de suicide qu'on voit depuis la pandémie, de anxiété, dépression, puis vraiment une surconsommation technologique qui est, au fait, pas nécessairement de leur faute là, non plus, c'est vraiment le contexte pandémie, mais qui a créé beaucoup d'accros à la technologie au niveau des médias sociaux, puis extrêmement néfaste là, justement sur la santé mentale des jeunes, sur leur sommeil, etc. Alors, ce qu'on a fait, nous autres, c'est des micro-aventures. Alors, j'ai mobilisé des partenaires communautaires, dont le Centre de santé communautaire de l'Estrie, le Centre Mana, qui est mon entreprise privée, là, mais parce qu'on a un bike shop dans la Forêt-la-Rose, donc on emprunte nos propres vélos là, pour être capable de faire le programme. Puis le Centre de santé de l'Estrie, on travaille avec un autre intervenant, donc un deuxième travailleur social pour co-animer le programme avec moi. Donc moi, je porte les chapeaux de chercheur et intervenante. Puis il y a 3 volets. Donc, globalement, on voit le volet thérapeutique au programme. Puis ça, c'est vraiment selon l'expertise des intervenants. Donc, quand on fait de l'intervention par la nature de l'aventure, on va un peu avec ce qu'on connaît, mais j'irais à dire, par exemple, dans ce contexte-là, c'est important de aligner nos approches avec une vision écocentrique. Donc, est-ce qu'on fait de la thérapie cognitivo-comportementale, puis on est centré sur l'individu, bien, ça ne va pas avoir le même effet que si on choisit une approche, par exemple, qui est beaucoup plus écocentrique, qui peut se prêter un peu mieux à la vision écocentrique. Donc, nous autres, on est dans l'approche narrative, donc il y a beaucoup de déconstruction, justement, des pensées dominantes, puis réhistoriciser, donc justement réhistoriciser notre rapport à la nature. Donc, notre outil qu'on utilise, c'est l'arbre de la vie. C'est une méthodologie narrative que j'ai adaptée pour que les participants puissent justement faire des prises de conscience par rapport à leur lien à la nature, puis le lien entre santé écologique, santé individuelle ou santé globale, santé de notre communauté. Alors, je suis formée en yoga thérapeutique aussi, donc c'est sûr qu'on mobilise le yoga, puis aussi les bases philosophiques du yoga, qui sont non occidentales hein, à la base. Donc, comment on peut mobiliser certains des principes du yoga pour nous aider à connecter justement avec le vivant, à connecter avec les 5 sens, puis avec les 5 éléments. Donc, les thèmes que j'ai mis, on y va avec pour les volets thérapeutiques, c'est les 5 éléments. Donc, chacune des sessions représente un élément. Donc, on a 8 sessions. Donc, on va lingerer, on va passer un peu plus de temps sur certains éléments que d'autres. Puis, à la fin, on intègre le tout. Donc, on finit avec l'intégration des 5 éléments. Puis, il y a toujours un cercle d'accueil où il y a un partage de tisane, une clôture aussi pour bien intégrer les acquis. Puis, je fais un suivi hebdomadaire que je vais vous montrer là, un exemple tout à l'heure. Le volet psychoéducatif, ça vient plutôt de l'éducation relative à l'environnement. Donc, ces principes-là dont j'ai mentionné, les apprentissages qui sont en forêt, par la forêt, pour la forêt. Puis le développement des nouveaux savoirs. Donc, beaucoup de collaboration avec d'autres gens de la communauté. Donc, je trouvais ça important. Au fait, quand on parle de transition écologique, c'est d'apprendre à connaître nos communautés, de savoir qui est là, qui peut nous aider à transitionner. Puis, j'ai mobilisé plusieurs invités pour venir nous parler. Donc, par exemple, en fait, je vais vous montrer des photos tout à l'heure. Puis, les thématiques qui sont variées aussi. Donc, des choses qui sembleraient peut-être détachées du travail social, mais quand on pense santé écologique, santé globale, il faut l'intégrer comme l'alimentation, par exemple. Donc, un atelier sur la permaculture qui a aidé les participants peut-être à faire des réalisations par rapport à la façon qu'on fait nos jardins, qu'on fait du jardinage, qu'on fait l'agriculture, puis les façons alternatives de réfléchir l'alimentation puis la nourriture. Puis enfin, il y a le volet tout expérientiel. Donc, vraiment, que ce soit participatif, collaboratif. Donc, le programme était en partie monté grâce à mon expertise, à ce que je savais avec les théories que j'ai présentées, avec les militants, mais aussi c'est l'ouverture à ce que les participants ont à apporter. Alors, ça, c'est vraiment pas de leur dire au début, comme de leur demander « Ah, qu'est-ce que tu aimes faire? C'est quoi ton talent qu'on peut intégrer? » Donc, il faut vraiment le laisser émerger naturellement, puis ça vient vraiment naturellement aussi avec les discussions, puis l'offre, justement. Donc, par exemple, il y avait un participant, quand j'ai demandé on a un programme, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est quoi vraiment vos intérêts? Donc, ils ont dit, on veut aller faire du vélo de montagne la nuit. On aimerait ça expérimenter la forêt la nuit.
Donc, on a dit, OK, puis là, il y a un des participants qui a dit, ben moi, j'étais scout, puis je connais bien les étoiles. Voudriez-vous que je vous fasse un mini-atelier d'observation des étoiles astrologiques? Donc c'est lui qui s'est offert. Donc là, on a pu ajouter une session qui est bâtie autour des besoins, puis aussi des talents, des habiletés des participants. Donc, mettre de l'avant leurs habiletés pour justement bâtir la confiance en soi, puis c'est ça, le sentiment aussi d'être capable de participer, d'orienter le programme. Alors, je peux juste noter, on est comme à temps, donc peut-être si tu peux clôturer dans 5 minutes et donner quelques minutes de questions. Je sais qu'on a commencé un peu en retard aussi, donc oui. Ouais, Oui, parfait. Le reste, c'est plus des photos de toute façon. Alors, le programme, si on parle de 3 objectifs, il y aurait le développement du bien-être personnel global. Hein, encore, je veux vraiment faire ce lien-là entre l'interaction entre la santé mentale, physique, spirituelle, le développement des liens sociaux et communautaires, puis certainement le développement du lien à la Terre, puis toute l'interaction entre ces 3 niveaux-là. Alors, à la base, le programme, ici, on voit, là, on a un gazebo dans la forêt La Rose. Donc, au fait, on ne l'a pas utilisé. On a un enjeu de construction. Il passe des tuyaux d'eau pour Limoges. Donc, c'est comme un champ de bataille dans la forêt. En ce moment, on a été vraiment obligé de s'adapter. Puis ça, je le vois aussi comme des opportunités d'intervention, justement, de travailler l'adaptabilité, l'adaptation au quotidien, parce qu'il fallait vraiment aller scruter les lieux le jour avant, puis dire, OK, gang, on se rencontre à tel endroit aujourd'hui parce que la construction est là, donc comment on peut aussi se sauver? Il y avait des chemins fermés. Donc, ce que j'avais planifié, il a été vraiment mis à terre, puis à repenser. Donc, même en tant que pédagogue, intervenante, en tant que parent, ça nous arrive souvent, on planifie quelque chose, ça n'arrive pas du tout comme on pensait, mais c'est correct parce qu'il y a des choses qui émergent avec tout ça aussi, puis comment l'utiliser en termes d'intervention. Alors, on a 2 travailleurs sociaux, dont, vous voyez à gauche, Jean-Sébastien et moi-même, puis les militants, là, on est dans notre cercle de clôture, donc ils sont en train de réfléchir avec leur journal de bord. Puis le protocole qui se base sur les théories mentionnées. Alors, c'est offert gratuitement grâce à une subvention d'innovation communautaire de Prescott Russell. Ma recherche est aussi subventionnée par le CRSH, donc le Conseil des ressources, le Conseil de recherche en sciences humaines. Alors, j'ai eu la chance d'offrir le programme gratuitement, puis c'était très important pour moi de le faire gratuitement parce que je voulais démocratiser l'accès, justement, de dire, n'importe qui devrait pouvoir avoir accès à ces programmes d'intervention-là. Puis c'est un enjeu en éducation, en intervention plein air ou même en éducation plein air, que souvent, c'est les gens plus aisés qui peuvent se payer ces programmes-là, à moins qu'il y ait une subvention. Alors, c'est important pour moi de pouvoir offrir ça, puis aussi d'essayer de donner une compensation pour le transport parce qu'on est loin. Russell, ça s'étend sur plusieurs centaines de kilomètres, donc on a des gens d'un peu partout là, qui sont inscrits au programme. Alors, c'est la programmation juste qui a été plus peaufinée. Là, on vient d'ajouter une 8e session là, parce que les participants voulaient une dernière session avec plus de yoga, donc on ajuste. Puis ici, donc, je vais juste donner à peu près ce qu'on a fait. Donc, une introduction au vélo de montagne. On a Jean-Sébastien ici qui est travailleur social, mais aussi coach de vélo de montagne certifié avec le Centre Mana. Puis, l'activité de connexion et de réflexion avec un arbre compagnon. Donc, je ne sais pas si vous voyez la petite boule rouge, c'est un individu, c'est un des participants là, qui a trouvé, donc à la fin de chaque session, on prend le temps d'aller trouver son arbre compagnon que j'appelle, donc un arbre qui nous parle particulièrement aujourd'hui, de cette journée-là, puis d'aller s'asseoir pour documenter notre arbre de la vie. Donc, l'arbre de la vie, c'est une méthodologie en soi, là, que ce serait peut-être une autre session, mais c'est un outil très, très adaptable justement à divers objectifs ou problématiques. Alors, il y a une autre session on a pris nos vélos de montagne, on est allé vers une ferme d'alpagas, donc une randonnée de vélo vers la cité des alpagas qui est à Limoges. Donc, on a pu passer au travers de la forêt avec nos vélos, puis se rendre à la cité des alpagas. Donc, pour faire le lien justement entre animaux aussi, hein, comme les animaux, puis ce que ça vient susciter chez les participants, mais aussi
L'interaction entre notre bien-être et les animaux, donc les alpagas qui donnent la laine, justement. Donc, il y avait une petite boutique, on a pu toucher à la laine, mais la madame qui avait aussi un jardin de permaculture, donc on a pu parler de permaculture, puis une experte de la région de Saint-Albert, ceux qui connaissent la fromagerie Saint-Albert, les crottes de fromage, là, ben c'est près de chez nous. Alors, cette dame-là, qui est experte en permaculture, est venue nous présenter les principes de base, les principes éthiques de la permaculture. Puis elle a aussi chanté avec son tambour autochtone, un chant autochtone pour nous dire bonne route, dans le fond. Là. Donc, c'était très touchant, en fait, pour plusieurs des participants. On a fait une randonnée découverte avec une technicienne en foresterie, donc la technicienne en foresterie de la forêt dans laquelle on fait le programme. Puis elle nous a amené un peu hors piste, justement pour découvrir les sentiers hors piste, puis être capable de voir aussi la différence quand on marche sur un sentier, puis être hors piste. C'est sûr que si on suit les principes sans trace, on ne veut pas encourager les gens à aller hors piste tout le temps, mais vu qu'on était avec elle, elle nous a permis de le faire. Puis de vraiment prendre une posture de pisteur, d'archéologue, de détective, donc cette posture de curiosité chez les participants pour écouter ce que la forêt avait à leur dire ce journée-là, puis de toucher aussi beaucoup de tactile, donc c'était super intéressant. Puis aussi, on mobilise des extraits, donc faire susciter la réflexion, puis aussi l'émotion chez les participants, justement, pour qu'ils peuvent amener leur réflexion à un autre niveau. Alors, les suivis hebdomadaires que je fais, on s'est créé une page Facebook où les participants peuvent interagir, justement, parce qu'on essaie de faire perdurer les effets de l'intervention au-delà de la session même. Donc, je leur envoie toujours un petit résumé, puis des questions. Donc, par exemple, quel principe éthique de la permaculture résonne pour vous? Pourquoi? Qu'est-ce que vous retenez de la session? Quel moment a été particulièrement touchant pour vous? Donc là, j'ai comme récapitulé les moments pour qu'ils puissent le revivre un peu. Puis ça fait du partage. Donc, certains des éléments clés, puis je vais conclure là-dessus. Donc, ce qui est important dans le programme, ce que je remarque aussi en cours de route, c'est vraiment au niveau de la transparence de l'intervenant. Ça peut être du parent, éducateur, peu importe ce qu'on veut mettre là, mais aussi une communication ouverte pour être capable de recevoir ce que les participants ont à dire, à contribuer, puis favoriser cet aspect-là participatif, collaboratif. Le niveau de l'accessibilité, donc les micro-aventures. Quelle sorte de micro-aventures est-ce que vous êtes capable de construire avec vos enfants, si vous êtes professeur avec les enfants dans vos salles de classe ou travailleurs sociaux avec vos clients, que vous voyez. Moi, j'ai souvent sorti en ski de fond, en marche avec mes clients quand je faisais de l'individuel, justement, parce qu'il y avait un effet à tout ça aussi, d'être dehors, puis des conversations complètement différentes. Je dis aussi, je fais juste mentionner qu'au Centre Humana, on faisait déjà de l'intervention nature-aventure qui avait été mise sur pause à cause de la pandémie. Donc, on voyait déjà les bienfaits, là, surtout avec les jeunes, la façon qu'ils s'ouvrent plus naturellement, quand il y a la relation de pouvoir qui est totalement différente aussi, quand on est les deux en train de vivre une expérience. Alors, était l'observation, vraiment observer les réactions du groupe, recevoir nous autres aussi les réactions, mais ce qu'on peut apprendre de notre entourage, de nos propres expériences en forêt, bâtir sa relation à soi et à l'autre au travers de la relation à la forêt. Donc, la notion de réciprocité. Puis, l'importance aussi de réciprocité, c'est nous autres, au niveau du programme, c'est qu'on termine avec une action qui serait plus collective pour redonner à la forêt. Donc, ça, c'est les participants qui choisissent un projet qui va être mis en place, justement pour essayer de faire perdurer les effets du programme au-delà du programme. Puis, je fais juste un dernier mot, excuse Soula, après ça, j'ai vraiment fini. Mais j'ai vu le plan stratégique, au fait, j'étais pas mal contente de voir ça, que le CSDCO, eux autres, ils ont mis comme nouveau plan stratégique tout récemment de stimuler chez l'élève une conscience éco-citoyenne et une volonté à vouloir changer le monde. Donc, c'est super, ça tombe vraiment là-dedans, dans ces nouvelles façons de faire peut-être aussi. Puis j'aurais juste peut-être une mise en garde à faire là-dessus, puis c'est de faire attention aux injonctions face aux actions individuelles. Donc, de ne pas mettre le poids sur l'individu, parce que autant qu'on peut faire nos petites actions, puis oui, c'est excellent, mais il y a aussi toute la structure sociale qu'il faut travailler. Donc, comment la structure à l'école aussi, qui fait partie d'une structure, d'une institution, peut peut-être voir comment stimuler la conscience éco-citoyenne, ce que ça veut dire vraiment, là, puis d'aller au-delà de ce qu'on voit comme juste sur le recyclage, par exemple. Alors, d'aller vers l'action collective aussi. Puis d'ouvrir notre regard vers des pratiques pédagogiques, thérapeutiques qui sont écocentriques pour préparer les enfants pour le monde de demain, puis aussi pour nous, en tant qu'adultes, d'agir, de
de faire en sorte qu'on peut, que nos propres enfants puissent témoigner de notre agir, de nos actions, puis savoir qu'on est là pour les soutenir, pour leur offrir, pour leur léguer un meilleur monde de demain. Alors, merci à vous, les participants, mais aussi à mes participants de ma recherche, donc les militants, les participants à la recherche, puis mes collaborateurs communautaires. Puis, je laisse pour vous des ressources ici, là, entre autres, plusieurs documentaires, tout ça, là, si ça vous intéresse, la question super poème de Amanda Gorman, très, très puissant. Là. Il est en anglais, mais j'ai la traduction, en tout cas, ça donne des frissons de l'écouter, puis ça laisse comprendre un peu la réalité des jeunes. Alors, merci à vous. Wow, merci. En fait, ça a passé très vite. Il y a beaucoup d'informations là-dedans. Donc, ouais, je laisse juste un moment pour des commentaires ou des questions, juste peut-être pas plus que 5 minutes. Oui, si vous en avez. C'est beaucoup de matière. On pourrait s'étendre des heures et des heures à jaser de tout ce que vous avez apporté. C'est très intéressant, toute cette approche de vouloir retourner à la nature et de simplement redécouvrir ce qu'on a tout autour de nous. Il y a toujours, vous avez mentionné la maladie de Lyme, il y a toute cette... Facebook, c'est bien, mais c'est également un outil qui fait peur aux gens des fois. Et on entend parler, j'entends ces fois dans mon entourage, quand les jeunes vont en forêt, attention, mets des bas, tu vas attraper, tu vas te faire piquer par une tique. Va pas dans la forêt, reste. Alors, il y a toute cette... On va aller en forêt, mais là, on se crée des... Puis je sais que la maladie de Lyme existe. Ma sœur a la maladie de Lyme et ça fait 21 ans qu'elle l'a. Elle a dû quitter son emploi chez Air Canada. Elle n'était plus capable. C'est une maladie qui est affreuse. Tout ton système immunitaire est affecté. Donc, oui, c'est une maladie dangereuse, la maladie de Lyme. Mais tout ça pour dire que démocratiser l'accès au milieu naturel, ça c'est une chose importante. Et que chaque ville qui a encore des boisés, moi je suis chanceux, j'habite à Deux-Montagnes, pas loin de Montréal, puis j'ai ici dans ma cour un beau petit boisé. C'est une rue qui n'a pas débouché. Puis ils ont gardé la forêt pour l'instant. Mais ils parlent de vouloir le développer. Moi, j'ai demandé au maire, ben, garde-la. J'étais à Deux-Montagnes, on n'a rien. On n'a pas d'industrie, on n'a rien. On est une ville dortoir. Tous les petits secteurs de boisés sont importants. Ils devraient même faire une école nature dans ce petit boisé-là. Alors, c'est tout. Bravo à vos études de recherche dans ce milieu-là, en espérant que d'ici quelques années, ça soit plus, que l'école soit plus rattachée à la nature. Alors, bravo à vous. Merci beaucoup. Merci pour le commentaire. Je pense que Marie-Florence aimerait partager. Et sinon, ça va aussi. Peut-être qu'elle voulait juste dire merci. Elle a mis un merci dans le chat. Nathalie, est-ce que tu voulais partager? Oui, merci Soula. Bonsoir. Ah, oui, bonsoir. Je m'en prie avec les jeunes et avec vous. Vous m'entendez? Je ne sais pas si vous m'entendez ou me recevez. Oui, maintenant, on vous entend maintenant. Oui. Et donc, je disais merci à Emmanuela pour le travail. Ah, vous coupez. J'ai entendu merci, mais ça l'a coupé après. Ah oui, malheureusement, on ne t'entend pas, Marie-Florence. Si tu veux le mettre dans le chat, on pourra le lire à voix haute ou le voir là ensemble. Qu'elle est en train de faire connecter tout le monde. Quand je dis tout le monde, non, on ne t'entend pas. Désolée. Nathalie, est-ce que tu avais un partage? J'ai juste vu que tu as mis ta vidéo, donc sinon, ça va. Mais...
Oui, mais non, mais je voulais vraiment remercier Emmanuel pour cette belle présentation, puis vraiment inspirant. Puis ça nous rappelle de l'importance de vraiment se connecter à la nature. Puis j'avoue moi-même, mea culpa, je ne le fais pas assez souvent. J'ai toute cette nature autour de moi. Puis bien souvent, je ne prends même pas le temps. Je sors sur mon balcon, mais je veux dire, je ne prends pas le temps d'aller. Mais je dois avouer, si les gens qui me connaissent comme Soula sur l'équipe, je parle toujours de mes oiseaux qui viennent me voir sur le banc. Puis, tu sais, c'est une connexion aussi, tu sais, juste de se connecter avec la vie. J'ai une espèce de grosse araignée dans notre porte en arrière. Puis je me dis, hey, c'est tellement beau parce que ça fait partie de l'écosystème et tout. Fait que, tu sais, c'est vraiment d'apprécier toute la vie qui nous entoure et tout ce qui est important à protéger. Et puis, ben, merci Emmanuel de nous rappeler tout ça. C'est grandement apprécié. C'est plaisir. Ah, super, merci.